Visual Studio Talk Show. Visual Studio Talk Show est une présentation de la communauté .NET Montréal et de .NET Expertise. Visual Studio Talk Show. Bienvenue à une nouvelle émission du Visual Studio Talk Show. Le podcast, on discute de construction et d'architecture logicielle. Bonjour Guy. Bonjour Mario, ça va bien? Oui, ça va bien. Avec nous, Michel de Champlain. Bonjour. Ça va Michel. bien? Très bien. Ouais. Dans la biographie qu'on a mis sur le site, tu faisais référence à Samuel de Champlain, Exact. le fondateur de la ville de Québec. Parce que tu es né à Québec, je pense. Hein? Oui, exact. Je viens de Québec. En fait, Samuel n'a jamais consommé son mariage. Vous êtes probablement au courant qu'il a marié Hélène Boulay puis qu'il a été découvert Québec. Oui? Finalement, la souche vient plutôt de son cousin, François Divolant de Champlain. Mais la souche de ma famille vient de Sainte-Luce-sur-Mer, Près de Rimouski. près de Rimouski. Mais avant d'être à Sainte-Luce-sur-Mer, il venait de France. Forcément. Exactement. Donc, il y a un petit quelque chose là, qui vient de là. C'est pour ça qu'on aime bien avoir le de. Donc, notre objectif aujourd'hui, c'est pas faire une émission sur la généalogie, mais faire une émission sur les systèmes embarqués, puis surtout sur le langage B#. Donc, déjà, quand moi j'ai vu la première fois B#, c'est un nouveau langage pour la plateforme .NET. C'est pas le cas, là. On va expliquer ça dans l'émission, qu'il y a un lien avec la plateforme .NET, mais peut-être pas celui qu'on peut penser à prime abord. Effectivement. En fait, j'irais peut-être mettre toute une petite parenthèse. Le nom est un peu subtil, dans le sens qu'il y a définitivement une influence, parce que c'est un langage à la C, c'est clair. Un langage a une influence de C# et de C++. Mais quand les gens connaissent un peu la musique, B#, c'est une note musicale qui est l'équivalent de C, de Do. Ah oui? Donc, effectivement, pour moi, B#, c'est une réincarnation un peu plus orientée objet de C. Ah! Donc, Étant donné que le langage C est le langage qui est encore aujourd'hui roi et maître dans l'embarqué, dans le embedded system. Donc, on avait regardé plusieurs noms, là, mais celui-là était pas mal accrocheur. Bon, B#. Ah, aussi, il y a toute une... c'est pas méchant non plus. Non, c'est pas méchant partout. La formule d'émission, c'est on va faire ta biographie assez rapidement, puis ensuite on prend une petite pause, puis on revient pour parler justement de B#. Écoute, Michel, t'as des cheveux blancs comme moi, donc t'es pas quelqu'un qui a commencé à faire de l'informatique il y a un an ou deux, là, t'as plusieurs années. Puis ton parcours, je pense, il est toujours lié avec le développement des systèmes embarqués. Effectivement. Si tu me raconterais un peu, tu parlais de la ville de Québec, donc j'imagine que tu étudié à Québec. Exact, j'ai fait mon cégep général à Québec. Mon but était d'aller à l'université. En fait, j'étais très intéressé par l'électronique, j'étais très intéressé par le génie électrique, électronique en général. Donc, je suis rentré à Laval en génie électrique et effectivement, j'avais pas eu la chance au niveau cégep de travailler en informatique, d'avoir des cours complémentaires en informatique et c'est là où j'ai eu une découverte lors de ma première année d'un cours complémentaire en informatique où là j'ai fait wow, ok, donc ça c'est quand même intéressant. Et j'ai fait, après avoir complété ma première année, en génie c'est assez facile, tu fais le core, donc tu te déplaces dans le fond dans un autre génie, donc j'étais en génie informatique pour ma deuxième année. Et ce qui est drôle, c'est qu'on a un parcours similaire à ce niveau-là, parce que moi aussi, j'avais jamais touché à l'informatique, je suis rentré en génie électrique, j'ai fait un cours, puis j'ai fait comme wow, j'ai fini mon année en génie électrique, puis j'ai switché en génie informatique. C'est intéressant. Puis, effectivement, la problématique que j'ai eue, par exemple, c'est que, étant donné que j'étais quand même très intéressé par l'électronique, en génie informatique, du moins à Laval, il n'était pas question qu'on ouvre les couverts là, des ordi. Moi, j'étais très intéressé par l'aspect matériel aussi. Donc, ça m'a vraiment frustré et c'est pour ça que au même moment, au Québec, il y a eu un nouveau programme qui s'appelait Technologie de système, où évidemment on parle là, des années 77 à peu près. Donc les microcontrôleurs comme le 8080, le 8085, le 68000 de Motorola. Donc
Le Z80. Le Z80, etc. Donc, une programmation, là, évidemment, qui se fait directement sur le matériel, de programmer des périphériques, etc. Donc, quand j'ai regardé le programme, j'ai dit, ça, c'est exactement ce que je veux faire. Et j'ai avorté mes études universitaires pour, finalement, j'étais un peu le mouton noir de la famille, là. J'ai pacté mes petits. Tu es retourné au cégep. Et je suis retourné au cégep. Avec, je venais de me marier en plus. Donc, mon épouse m'a suivi dans cette aventure-là. Puis, elle travaillait. Elle était secrétaire juridique et c'est elle dans le fond qui rentrait les fonds et puis moi bien j'ai continué mes cours de technique uniquement parce que tout mon cégep général était fait. Puis évidemment j'ai pu là me péter je veux dire m'éclater, excusez pas me péter mais m'éclater, j'ai pu m'éclater au maximum pour évidemment des petits projets personnels parce que j'avais tout fait les cours de français et d'éducation physique et tout ça là, donc là je pouvais me concentrer uniquement sur l'aspect technique. Évidemment, après ces 2 ans-là, il y a eu tellement un engouement au niveau de l'emploi que lorsque ça a été le temps de passer des entrevues, là, j'ai eu des offres assez faramineuses, ce qui fait que je pouvais, dans le fond, demander un peu ce que je voulais. Et moi, évidemment, mon intention, c'était de finir mon bac. Donc, une des conditions sine qua non, c'était, bon, vous payez mes études, vous me payez mon bac, vous me permettez de finir mon bac. Et j'ai travaillé pendant presque 10 ans pour des entreprises qui m'ont permis, en fait, quand je dis mon permis, j'ai presque toujours dû travailler à temps plein et étudier presque à temps plein, d'une certaine façon, pour finir le bac. Mais de fil en aiguille, bon, j'ai terminé le bac. Mais dans les entreprises, évidemment, toujours très près là des systèmes d'exploitation, très près du matériel, etc. Donc j'ai eu cette expérience industrielle-là. Là, est-ce que tu étais rendu sur Montréal à cette époque-là? Ou... Oui, j'étais toujours à Montréal. Donc tu l'as fini dans une université à Montréal? Exact. Je l'ai fini à Concordia, mon bac, parce que bon, c'est un peu plate à dire. Les universités francophones à ce moment-là me créditaient absolument rien, presque. Les anglophones étaient beaucoup plus ouverts. Là. J'avais 2 ans de fait de crédit, donc je n'ai pas commencé à zéro. Donc évidemment, j'ai été au plus offrant et c'était Concordia qui me créditait presque tout. Donc ça a été au moins un choix, bon, aussi financier, là, évidemment. Donc j'ai terminé ça, mais évidemment, de fil en aiguille, j'ai au bout de 8 ans ou 9 ans de travail industriel, j'ai commencé à donner un cours au niveau cégep à temps partiel. Et c'est là où la piqûre, en fait, de l'enseignement est survenue. Parce que si on pose la question à beaucoup de gens à Montréal, Michel de Champlain, ils vont tous dire « Ah, c'est le formateur presque émérite chez Technologia », parce que ça fait presque 10 ans maintenant que tu enseignes les cours, pas juste sur les langages orientés-objets, mais les concepts orientés-objets, l'UML, ces choses-là. C'est comme ça beaucoup que tu es connu publiquement. Mais la piqûre de la formation vient de ce premier cours-là. Exact. Et à un point tel que j'ai eu une offre, à un moment donné, mon épouse était enceinte de notre premier enfant, une première fille, en fait, et ce qui est arrivé, c'est que j'ai eu une offre de 2 cégeps, un cégep du côté ontarien et un cégep du côté québécois, en fait, le cégep de Longueuil, Édouard-Montpetit, en département d'informatique. Et j'ai décidé de rentrer à temps plein comme prof. En fait, le choix de rester à Édouard-Montpetit a été beaucoup plus stratégique du fait que, bon, mon épouse, on avait déjà fait des approches pour l'hôpital, etc. Donc, d'aller en Ontario, c'était un terrain un petit peu plus glissant de ce côté-là. Donc, même si, dans le fond, peut-être le programme était peut-être plus du côté microélectronique que du côté informatique, mais je me suis dit, bon, quand même, j'arriverai toujours à faire un peu d'embarquer à ce moment-là quand même. J'ai commencé comme professeur là-bas, mais évidemment, j'ai très rapidement découvert qu'il y avait des programmes de recherche FCAR disponibles aux professeurs et j'ai fait une demande justement pour développer un système temps réel applicatif, non seulement au niveau industriel, mais aussi au niveau éducationnel. Et j'ai eu la bourse et ça m'a permis de me dégager pour finalement être capable de faire les recherches et de partir une maîtrise. Donc, je me suis embarqué dans une maîtrise
Et finalement, en bout de ligne, j'ai pu avoir un dégrèvement complet et même un offre d'un autre collège ontarien qui faisait de la microélectronique, qui était intéressé par mes services. Donc, j'ai pris une sabbatique et j'ai traversé du côté ontarien pour finalement enseigner, encore une fois, en embarqué, très près du matériel, etc. J'ai fait ça pendant un an et demi, presque 2 ans. Mais ma fille était asthmatique, puis en fait, le collège était à Cornwall, c'était le collège St. Lawrence, et évidemment, là, l'environnement était un peu néfaste pour elle. J'ai eu une offre au Collège militaire royal pour un poste de professeur au niveau universitaire. À Kingston. Non, à Saint-Jean. Avant qu'il le ferme en 95. Au département d'ingénierie et au niveau d'informatique. Mais évidemment, là, de fil en aiguille, en acceptant ce poste-là, je terminais ma maîtrise à ce moment-là. Bien, l'exigence, c'était de terminer mon doctorat. Donc, j'ai eu un chef de département hors pair qui m'a toujours facilité un peu la vie pour me permettre à la fois d'enseigner des cours qui me demandent pas constamment des nouvelles préparations et de pouvoir me consacrer à terminer. Parce que ta maîtrise puis ton doc, c'est à Concordia aussi, tu les as fait. Exact. Toujours à Concordia. Et depuis, en fait, ma fin de bac, j'ai toujours développé des compilateurs, des systèmes d'exploitation. Donc, mes projets de fin de bac ont toujours été alignés comme ça. Mon projet en maîtrise était un langage temps réel. Mon doc est aussi un langage temps réel. Adapté en fait avec de l'orienté objet, etc. Ce qui fait que moi j'ai toujours essayé de combiner finalement la flexibilité de l'orienté objet avec l'embarqué qui, dans le fond, a toujours été un petit peu laissé pour compte. Quand on a vu ce qui s'est passé chez Sun, par exemple, avec Java, Java initialement était un langage pour l'embarquer. Mais on sait l'espèce de tangente qu'il a eu parce que effectivement ils ont vu une opportunité en or de une petite opportunité qui s'appelait Internet. Exact. Une petite opportunité qui est devenue une énorme opportunité. Mais les gens qui étaient en embarqué ont souvent tapé les doigts à Sun en disant ben écoutez, vous nous avez laissé tomber. Sun a quand même fait des efforts pour récupérer certains aspects, comme vous avez peut-être entendu parler de Java Embedded ou Java Card, où Java Card est en fait un Pascal. On a déshabillé Java à un point tel qu'il reste à plus rien. C'est un Java à la Pascal, en fait, en bout de ligne. Ce qui fait que ça n'a pas aidé non plus pour que les gens puissent... Même en tant que au fil des années, j'ai été speaker, en fait... présentateur de cours de session de classe pour la conférence Embedded System du côté américain, du côté européen aussi, peut-être un petit peu moins du côté européen. C'est ça, parce que vu que tu as fait ta maîtrise, doctorat, donc tu as publié, tu es allé dans la recherche, mais ton côté très hands-on, très connecté sur la réalité a fait que tu t'es retrouvé beaucoup plus à présenter dans les conférences plus ciblées vers l'industrie que les conférences de chercheurs qui peuvent passer une vie, les autres, à essayer d'optimiser un petit aspect très simple. Parce que toi, c'était toujours, je vais essayer de construire un système d'exploitation en temps réel, construire l'outillage pour faire des systèmes ultimement, parce que c'était ça ta vision. Exact. Et je veux dire, j'ai fait mon bac, ma maîtrise à Concordia, mais mon doc à la Poly. Et c'est sûr que mon côté ingénieur me ramène toujours à l'aspect un peu pratico-pratique. Je veux dire, j'ai rien contre la recherche théorique, mais pour moi, en fait, j'aime pas que les choses ramassent la poussière. Donc, j'ai toujours aimé à pouvoir les appliquer. Et c'est sûr que j'en ai fait des conférences où il y avait effectivement un ciblage un peu plus théorique, mais je me sentais pas chez moi, dans le sens que je me sentais beaucoup plus chez moi quand je présentais ou vulgarisais, en fait, des notions compliquées à des gens qui en avaient besoin. En fait, c'est un peu ce qui me plaît chez Technologia, d'une certaine façon, quand j'enseigne, c'est que je suis capable de ramener des choses que les gens souvent pensent que c'est complètement théorique, mais il y a une connexion avec... Explique-nous la connexion Technologia, parce que je disais que beaucoup de gens te connaissent, ça fait 10 ans que tu enseignes, c'est pour en tout cas les gens d'industrie, souvent on retourne pas au cégep ou à l'université, mais on va plus suivre une formation de 1, 2, 3 journées sur un sujet particulier. Et moi je sais à l'époque, des premières fois où j'ai vu ton nom, c'est que je m'intéressais à un cours sur les design patterns. Donc, on traduirait ça en français par... des modèles de conception, des patrons de conception.
Puis, il y avait, tu donnais un cours sur les design patterns, qui était pas habituel, parce que les cours, habituellement, dans l'industrie, c'est plus, cours de base, puis toi, t'avais vraiment des choses plus avancées. Mais comment s'est fait la connexion Technologia? Bien, quand j'étais professeur au Collège militaire royal, c'est clair qu'à un moment donné, toujours ce lien avec l'industrie. Didier Clerc était le directeur de la formation au CRIM. Didier Clerc est celui qui a parti Technologia. Mm-hmm. Et à un moment donné, j'ai commencé à donner des cours au CRIM de façon partielle, des cours ciblés, là, plus particulièrement des cours sur le langage C++. CAE est encore mon plus gros client au niveau ceux qui font évidemment des simulateurs d'avion à Côte-de-Liesse. Et c'est probablement une des plus grosses shops C++ à Montréal. Donc, j'ai eu à leur donner des formations au niveau de l'orienté-objet, de la formation. C'est moi qui j'ai commencé à leur donner des formations autour de 87-88. Et c'est comme ça que ça a débuté, la relation avec le crime. Évidemment, c'était très à temps partiel. Mais à un moment donné, quand le collège militaire a fermé en 95, moi, j'ai dû me trouver un autre poste ailleurs. On m'avait offert au centre de recherche à Ottawa un poste en temps réel, etc. Ça, c'était très alléchant. Le CNRC. Le CNRC, exactement. Ouais. Mais évidemment, je suis pas une personne d'hiver. Je déteste l'hiver. C'est pour ça d'ailleurs que mes parents m'ont toujours voulu me ramener à Québec. Et vous savez que Québec, il y a de la neige. Il y a de la neige. Donc j'avais des offres pour rester à Montréal au crime. J'avais des offres pour aller au CNRC, mais j'ai eu une offre qui était peut-être trop alléchante à l'université de Canterbury à Christchurch en Nouvelle-Zélande. Donc là, je voyais la possibilité de me débarrasser de l'hiver, en fait, parce qu'il neige pas là-bas. Ça descend des fois à 0, mais donc on a tout vendu. OK, on est parti toute la famille. Puis on pensait pas vraiment revenir parce que je veux dire c'est difficile d'aller plus loin, hein. Parce que 22-23 heures d'avion. Absolument. Puis les billets étaient tellement dispendieux qu'on était 5, là, 3 enfants, mon épouse. C'est sûr que tu viens pas visiter les parents là à tous les Noëls, à 2500 $ du billet là. Donc c'est clair qu'on s'en allait là-bas, puis on s'est dit bon, on va. Moi j'avais promis à tout le monde, j'ai dit écoutez, on va revisiter là la décision au fil des données. Parce que moi on m'offrait un tenure track là-bas, on m'offrait une position. Ils ont toujours fait ça d'une façon impeccable. Hein. Ils m'ont fait venir en entrevue. J'ai même amené mon épouse pour qu'on puisse, parce que il faut qu'il y ait des atomes crochus. Hein. Tu ne peux pas venir quelqu'un de l'autre bout du monde pour qu'il vienne s'installer juste 6 mois. Ouais. On est resté là 3 ans. Mais je suis reparti pour la même raison que j'y étais, c'est-à-dire que là-bas, il y a tellement peu de chauffage central, il n'y en a pas. Ici, quand on est nord-américain, on est très gâtés. Donc l'hiver, même s'il faisait 0, dans une maison là, c'était impossible de garder en petit t-shirt là. Il fallait absolument avoir, parce que l'isolation c'est d'un ridicule là. Je veux dire, le simple verre, etc. Donc on est revenu parce que là, tu dis bon, il y a des choses que tu peux, les voitures, la nourriture, etc. Il y a des choses que tu peux facilement passer par dessus, mais ça venait te chercher à tous les matins. En plein hiver, là, quand je vous dis ça descend jamais en bas de 0, mais quand il fait 3 dans la chambre, là, c'est pas chaud. Puis là, c'était toujours le petit cérémonial le soir, là, il fallait partir de la couverture électrique. Parce que vivre sans couverture électrique à ce moment-là, c'est. Puis en fait, l'idée, c'est qu'on pourrait dire, on pourrait chauffer la maison. Mais là-bas, l'électricité coûtait tellement cher que tu avais passé ton salaire finalement. Ouais, tu chauffes l'extérieur. Puis les Néo-Zélandais, en fait, les Kiwis, eux, ils comprennent pas toujours au début parce que moi j'arrivais, je me souviens les premiers jours au département, je reviens, je dis écoutez, on gèle parce que j'avais loué moi une University House et c'était très 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 humide, donc évidemment très difficile à chauffer. Donc j'ai dit écoutez, on gèle, c'est incroyable. Comment ça tu gèles? Au Canada, il fait des moins 30. Oui, mais chez nous, quand on est dans la maison, il fait chaud. Là-bas, eux, ils sont habitués de geler, donc c'était pas un problème. Donc effectivement, c'était une super belle expérience. Mais je veux dire, Concordia m'a ramené, en fait, il faisait une refonte de software engineering ici.
il était dans les premiers, parce que Concordia est un peu particulier, hein. C'est à peu près la seule université canadienne, une des seules, il y en a peut-être 2 ou 3 dont l'informatique et le génie sont sous la même faculté. Ouais. Donc là, il y avait une opportunité assez rapide de pouvoir faire une refonte. Donc moi, on m'avait invité avec un poste pour revenir ici, fait que je suis revenu au pays de cette façon-là. Et là, en revenant au pays, bien c'est sûr que Didier Clerc, qui ne se sentait pas bien dans ce qu'il voulait faire au crime, a parti sa propre entreprise, Technologia. Et moi, j'ai voulu reprendre contact avec lui. Et finalement, bien, c'est comme ça qu'on a de fil en aiguille, là. Mais effectivement, à un moment donné, je suis arrivé à un point où, en tant que professeur à Concordia, je pouvais pas à la fois donner des cours puis rester là, parce que là, ça devenait là impossible à gérer. Les pauvres étudiants ne pouvaient pas être laissés pour compte. Puis de toute façon, moi, j'en ai eu pas mal plein mon assiette à Concordia. Là, on m'avait donné en charge toutes les premières années d'ingénierie. J'avais le laboratoire temps réel sous ma gouverne. Puis j'avais énormément de difficultés de rétention pour mes techniciens. C'était vraiment décourageant. J'étais constamment obligé de me recoacher une équipe pour m'aider au niveau des laboratoires. Donc, il y avait des irritants là, qui devenaient très difficiles à gérer. Puis là, à un moment donné, je me suis dit, ben écoute, j'ai un bon parachute. On travaille toute notre vie pour avoir un poste de professeur agrégé. Puis là, ça m'a pris un été pour y penser, mais j'ai donné ma démission, puis j'ai dit, bon, je pars mon entreprise, puis je donne la formation du coaching. Donc, c'est comme ça que je me suis ramassé finalement chez Technologia. Peut-être en terminant, tu es aussi l'auteur d'un bouquin? Oui, deux bouquins. En fait, de 3 bouquins comme tel, parce que j'en ai écrit un quand j'étais au cégep. J'étais un petit peu marginal dans le temps, parce que vous vous souvenez qu'à ce moment-là, on parle début des années 80, c'était le Pascal qui était roi et maître, mais moi je venais de l'industrie. Donc le Pascal, là, il n'y en a pas en industrie. C'est le langage C en industrie. Donc c'est clair que j'avais écrit un livre, Standard C, l'exercice en C, qui a eu quand même un excellent succès, là. Je dirais même, sans trop me vanter, un best-seller, là, quand on en vend 15 000 ou 20 000 copies, c'est quand même pas si mal. En langue française, en plus. Oui. Un livre beaucoup, il y en a on est vendu beaucoup en France. C'était même traduit au Liban. J'ai une version arabique. Je peux pas la lire, évidemment, là, mais mais ça, c'était mon premier livre. Ensuite, bien, effectivement, j'ai écrit un livre sur C#, parce qu'on a été certainement les premiers au Québec à donner des formations chez Technologia en C#. Donc, un livre d'abord en anglais, parce que quand j'étais à Concordia, pas à Concordia, mais au Collège militaire royal, j'ai un collègue que j'ai toujours gardé contact, Brian Patrick, qui est maintenant professeur à l'Université de Trent. Et on est dans le contexte agile ou extreme programming, il y a des gens qui font du pair programming. Nous, on fait du pair writing. Donc, on est des compères. C'est toujours une joie de s'asseoir ensemble puis d'écrire. Donc, nous, les derniers livres de C#, on les a écrits. Puis, en fait, le livre de B# qui va sortir, on travaille ensemble là-dessus. Puis, c'est toujours une joie de se retrouver. On travaille, on a une synchro assez incroyable de ce côté-là. Donc, c'est toujours... Donc, au lieu que tu aies besoin de te relire, lui fait une relecture, ou toi tu refais des relectures, puis vous arrivez à... En fait, moi je suis peut-être le côté très technique. C'est moi qui fais souvent les premiers drafts. Brian, lui, c'est un chirurgien. C'est-à-dire que lui, mon paragraphe va prendre une demi-page, lui va le réduire à un quart de page. Il faut que ça soit clair, net et précis, pas plus ni moins, c'est exactement ça. T'as pas besoin de faire du blabla, donc c'est pas, on tourne pas autour du pot, et c'est merveilleux. Ouais. C'est merveilleux de le voir travailler. Toi t'en mets, t'essaies de donner l'explication, lui il épluche, c'est concis, c'est clair, c'était un peu le challenge des livres de C# en fait, c'est de ramener ça dans 250 pages, parce que le défi que j'ai toujours eu en fait, dans tous les langages de programmation que j'ai enseignés, c'est de donner l'essentiel aux gens. On se fait payer la traite aujourd'hui dans les langages de programmation orienté objet. C++ est encore aujourd'hui le langage orienté objet le plus complexe, hein, le plus flexible et aussi le plus complexe. C# et Java sont des petites simplifications. En fait, ils ont commencé simples et ils sont devenus complexes.
Mais on se fait payer la traite. On se fait payer la traite parce que les développeurs ont de la misère à garder le focus. Qu'est-ce qui est important pour faire une bonne conception? Il y a toutes sortes de caractéristiques qui lui fait perdre un petit peu le cap souvent. Donc, c'est pour ça que de les ramener sur l'essentiel pour leur permettre de faire une bonne conception, ça a toujours été pour moi très important. Et pas que j'aime pas C++, ni C# ni Java, c'est juste que B# était toujours pour moi un langage où il faut que j'amène une simplicité. Parce qu'il faut jamais oublier que je m'attaque à une audience, là, des développeurs qui travaillent en C et qui se sont fait souvent brûler les doigts, plus particulièrement avec Java, où on les a fait miroiter qu'ils pouvaient faire de l'embarquer avec Java, mais que le langage est quand même assez complexe. En fait, il a commencé simple, je dirais, mais qu'il est devenu de plus en plus complexe. Et juste pour donner peut-être une idée de la simplicité de B#. Michel, on va faire une pause. OK. On va rembarquer parce que on va embarquer dans B#, puis l'embarquer parce que c'est le cœur, puis on sent ta passion. Puis moi, j'ai hâte de comprendre vraiment qu'est-ce que B#, même si c'est une nouvelle incantation de C, en quelle mesure que c'est mieux que C. Donc, on fait la pause et on revient là-dessus. OK. Assistez aux rencontres de la communauté .NET Montréal afin de parfaire vos connaissances des technologies.net et afin de faire du réseautage. Pour l'agenda des rencontres, veuillez consulter le www.netmontréal.com. .NET Expertise est un réseau de consultants indépendants et experts dans les technologies Microsoft.net. N'hésitez pas de consulter un de nos experts en visitant le www.net-expertise.com. Quand on s'est quitté il y a quelques secondes, tu nous parlais de B#, puis tu embarquais dans le vif du sujet de qu'est-ce qui différencie B#. Embarqué dans le vif du sujet. Mario, tu fais des jeux de mots. Mais ça serait peut-être intéressant d'expliquer c'est quoi un système embarqué. Avant même de parler de B#, parce que ça va donner les fondations pour peut-être aider nos auditeurs qui seraient peu familiers à comprendre ce dont on va parler aujourd'hui. Effectivement. Bon, j'ai mentionné que j'étais très intéressé par la programmation près du matériel. Évidemment, les systèmes embarqués sont des systèmes aujourd'hui qui sont omniprésents dans nos vies. L'exemple le plus classique est probablement les voitures. De plus en plus, on retrouve de l'électronique dans les voitures. Des microcontrôleurs, en fait, des petits processeurs qui vont faire toutes sortes de vérifications au niveau de la carburation, au niveau de toute l'électronique que l'on peut retrouver, au niveau de la domotique. De plus en plus, on veut contrôler les maisons. Lave-vaisselle. Exactement. Les frigidaires. En fait, tout ce qui nous entoure aujourd'hui devient avec des systèmes dont on n'a pas les interfaces que l'on retrouve là dans les portables ou les systèmes où on a le clavier, la souris. Il n'y a pas nécessairement une interface visuelle. C'est peut-être uniquement pour des senseurs ou des capteurs ou des choses comme ça. Puis ce qui fait qu'on trouve ces petits processeurs-là, c'est que ça coûte moins cher de prendre un processeur et programmer un petit peu de logiciel pour des données d'intelligence que d'essayer de faire ça avec la vieille approche qui était de vraiment de façon électronique de programmer le même genre de comportement. Ça coûte moins cher de prendre un processeur puis de le programmer littéralement avec en C, par exemple. Exactement. La programmation, pas la programmation, mais le câblage, l'électronique ont été grandement éliminés par la programmation à ce niveau-là. Puis on a vu le phénomène d'intégration qu'on a vu au fil des années où ça devient de plus en plus petit. Donc on a des petits systèmes maintenant qui sont minuscules et qui vont transférer l'information. Tu prends des organisations comme Hydro-Québec, eux peuvent avoir des systèmes distribués à travers le Québec, embarqués, puis à cause qu'ils sont reliés par télécommunication, ils peuvent même changer le logiciel par après s'ils découvrent un problème, ce qui serait extrêmement dispendieux s'il faudrait aller site par site, prendre le chip, en mettre un autre. Frigidaire par frigidaire. Exactement. Mais ce que tu dis, c'est dès qu'il n'y a pas d'interface usagée, dès que c'est juste l'équivalent d'un microcontrôleur, mais fait avec un processeur, on parle de programmation embarquée. On parle de programmation embarquée. Il peut y avoir des petits affichages là, ou des petits luminants ou des LED qu'on appelle ou des choses pour nous donner quand même une certaine entrée-sortie. Mais c'est quand même souvent à sa plus simple expression parce que c'est derrière la scène pour faire un certain contrôle et c'est là où, dans le fond, on n'a pas besoin non plus, même si les microcontrôleurs ont commencé
c'était du 8 bits, on a eu du 16 bits, là on est rendu à du 32 bits. C'est clair que là, on s'en vient avec des Cadillacs, là. On est mieux nanti au niveau de la puissance, on est mieux nanti au niveau de l'espace, mais il en reste pas moins que il y a encore des vieux chips, là, des vieux circuits intégrés, là, du style famille Intel 8051, qui sont aujourd'hui ridiculement peu dispendieux. Les masques coûtent rien, ça coûte une fraction dessous. Donc, en production de masse, c'est clair que il y a un énorme avantage d'utiliser même cette vieille technologie-là. On a augmenté la cloque, on a augmenté un peu l'espace mémoire, mais il y a encore beaucoup de... Donc, tu parles de choses qui coûtent moins $1 là, à tout fabriquer. Oui, puis là, tu parles de Cadillac, mais quand même, quand on parle de Cadillac, là, au niveau de mémoire, on parle pas de gigabytes de mémoire, là. Bien, c'est sûr que non. Pour les systèmes, en fait, les systèmes que moi j'appelle à faible ressource, ce sont des systèmes qui, dans le fond, sont à l'intérieur de 30K, de 64K, et peut-être quelques 200 ou 500 ou 1000 bytes, de RAM. Donc c'est très simple. Tandis que quand on va vers le 32 bits, parce que dans l'embarqué, il y a plusieurs zones, là. Il y a des faibles ressources, mais il y a aussi ceux qui sont les mieux nantis pour faire ce qu'on appelle avec le système d'exploitation Windows CE, par exemple, où là, on a plus d'espace, on a un meg de RAM, un meg de ROM, donc là, on est capable... Évidemment, là, ça exige un 32 bits ou ça exige un processeur qui est un peu plus costaud pour être capable de faire ça. Mais c'est pas le même type de problème qu'on va chercher à résoudre avec ça. Non, c'est pas le même type de problème. Puis ça, c'est un créneau qui, moi, ne m'intéresse pas vraiment parce que, dans le fond, une application peut se faire en C#, peut se faire en Java, parce que là, t'as de l'espace, t'as pas la problémaque de la niche qui m'intéressait. Donc, c'est intéressant ce que tu dis, parce que pour les auditeurs qui pensent qu'aujourd'hui, on va parler de développement embarqué avec Windows CE puis le framework.net, c'est pas notre but. On a, nous, une émission on va faire un enregistrement ce printemps, un peu plus tard, avec quelqu'un de chez Microsoft qui vient de Paris, donc il parle français, spécifiquement sur ce sujet-là. Aujourd'hui, on va parler vraiment de systèmes, comme tu dis, à plus faible ressources, quand même qui sont intelligents, là, qui sont capables de faire des choses très intelligentes. Tu parlais dans les automobiles, si on n'avait pas tous ces processeurs-là, on serait pas capable, par exemple, d'avoir probablement des freinages assistés, un paquet de choses qui font que pour nous, on a l'air des bons conducteurs. En tout cas, on est capable de prendre une courbe rapidement, puis une chance qu'il y a de l'assistance, sinon probablement qu'on prendrait le champ. Effectivement. Donc, première nuance. Mais dans ces systèmes-là, c'est sûr qu'on peut pas mettre un framework, un environnement de gestion de mémoire. On parle directement au matériel, ou ce que tu as fait au B#, est-ce que ça va gérer la mémoire comme ferait le framework, ou littéralement ça cherche juste à reproduire ce que tu peux faire en C avec des structures orientées objets ou avec des... Bien, c'est clair qu'il y a des choix, des contraintes qui a dû se faire lors de la conception du langage, parce que d'une part, tu parles de mémoire. Une des choses, moi, qui m'a énormément agacé au fil des années lors des différents ports d'applications que j'ai fait sur différentes plateformes, différents microcontrôleurs, c'est que les compilateurs C, qui sont rois et maîtres dans ce domaine-là, ne sont malheureusement, même si souvent les manufacturiers, les vendeurs de compilateurs le disent, ne sont pas vraiment totalement ANSI. Ce qui fait que pour profiter d'une caractéristique particulière d'un microcontrôleur, on va injecter des petits features pour profiter finalement des petites caractéristiques pour profiter de ce processeur-là. Ce qui fait que ça nous complique énormément la vie pour gérer la mémoire d'une façon, je dirais, plus portable. C'est peut-être drôle à dire de parler de portabilité quand on parle de système embarqué parce que c'est des choses qui sont très dédiées, mais moi, ce que j'essayais de faire, c'est d'amener une certaine portabilité sans, évidemment, amener une contrainte trop énorme au niveau de la performance. Okay. Donc, juste pour les auditeurs, quand tu as parlé d'ANSI, c'est une organisation internationale qui cherche à normaliser, et entre autres, pour les questions de portabilité, le langage C, on a normalisé qu'est-ce qui serait des opérations possibles. Et comme tu dis, les fabricants sont pas fous. Ils disent, si je fais juste la norme telle quelle, n'importe qui peut prendre mon code et le transporter chez un compétiteur. Donc, on va offrir des plus-values, mais dès que la personne utilise cette plus-value-là, je viens de l'attacher et il peut plus trop bouger.
Exact. Donc, il y a toujours cette... et tout le monde fait ça. Souvent, les gens vont accuser de dire « Ah, Microsoft sont... » Il y en a pas un qui est meilleur que l'autre. Ben non, parce que c'est un avantage concurrentiel. Si tu réussis, premièrement, toi, c'est souvent l'argument pour dire « Utilise le mien plutôt que le compétiteur parce que moi, je t'offre cette plus-value-là. » Que ce soit, par exemple, au niveau des entrées-sorties, parce que souvent, c'est où on peut jouer. Probablement pas juste là, mais entre autres là. Mais quand tu fais ces choix-là, tu t'attaches à une approche qui est plus portable. Donc toi, c'est une des choses qui t'achalait à un certain niveau. Énormément. C'est sûr qu'il y a toujours un prix à la portabilité. On va essayer de minimiser le prix au maximum. Il y a certaines composants. Peut-être parce que je mentionne souvent cette boutade-là. Peut-être que j'ai trop écrit de device driver, de pilote de périphérique dans ma vie, puis j'étais écœuré de réécrire toujours le même pilote de périphérique. Ou de le réécrire en partie parce qu'il fallait que je change de plateforme puis que là il fallait que j'adresse en fait les registres d'une façon différente ou il fallait que j'adresse la mémoire d'une façon différente, que je sélectionne des banques de mémoire d'une façon différente, ce qui te met toujours un peu les bâtons dans les roues pour être capable donc te tester, te bien roder un pilote de périphérique pendant des années, puis là tu es obligé on sait très bien qu'en informatique on n'obtiendra jamais de fiabilité si on ouvre constamment les sources, donc t'as pas une composante qui peut être réutilisable telle quelle, ce qui fait que à ce moment-là, ça t'oblige encore une fois de réouvrir le source, de repasser à travers la batterie de test et de redéboguer ce device-là, de repasser à travers le processus là de d'épuration là qui est toujours évidemment un peu frustrant parce que tu dis bon, on l'a fini, c'est réglé. Donc une des principales motivations, c'était d'être capable de pouvoir justement écrire un device driver une fois pour toutes. Dans les fameux compilateurs C dont je parle, c'est que le langage C lui-même, quand il a été standardisé à ANSI, on n'a pas nécessairement adressé l'aspect routine de service d'interruption, accès au niveau des registres, au niveau des périphériques. Ça fait pas partie de la norme. Et évidemment, à ce moment-là, les vendeurs de compilateurs vont injecter soit un pragma ou soit un mot réservé pour être capable de permettre à leurs usagers du compilateur de pouvoir écrire leur routine de service ou de pouvoir écrire leurs accès au niveau des registres, etc. Et là, c'est sûr que automatiquement, on n'est plus portable. Je vais être obligé de faire un ajustement en fonction de ça. Les gens pourront dire, c'est pas grave, là, je veux dire, dans le fond, c'est une faible partie du code. C'est vrai que c'est une faible partie du code, mais est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de la rendre générique, cette partie-là? Est-ce que c'est une de ces problématiques-là que Bishop va permettre d'adresser? Exact. Est-ce que c'est la seule ou il y a d'autres grands blocs si on essaie de différencier Bishop versus programme en C? Donc, une des premières fonctionnalités, ou en tout cas une des premières caractéristiques de Bishop, c'est qu'il va te permettre de pouvoir écrire une routine de service, ce qu'on appelle un Interrupt Service Routine, un ISR ou un Interrupt Handler, donc une routine de service d'interruption d'une façon complètement portable, indépendamment de la plateforme. Ce qui est pas minime. Donc, de deux, d'être capable d'adresser les ports au niveau pas des processeurs, mais des périphériques, d'une façon complètement transparente. C'est-à-dire que il y a deux types, grosso modo, d'accès de ports sur des microcontrôleurs. On a des accès qui sont mappés, excusez l'expression, ou alignés en ports. Mappés ou tout simplement mappés en mémoire. Donc, et évidemment, à chaque fois, vous avez le même périphérique, mais vous faites affaire avec un processeur qui lui, adresse des ports, ou un autre adresse la mémoire. Bien, c'est le même device driver, c'est le même périphérique, mais vous allez être obligé de réécrire votre driver parce que un adresse la mémoire plutôt que d'adresser le port. Donc, ça, c'est complètement transparent. C'est-à-dire que je dois vous avouer que cette différence-là, elle est gérée par la machine virtuelle de B#. C'est la machine virtuelle qui gère la différence de la plateforme. Donc, ta machine virtuelle, à quelque part, tu as des fichiers de configuration pour lui dire comment faire son mapping, puis c'est comme ça qu'il... Exactement. Donc, au niveau du langage évolué, comme tel, bien, c'est complètement transparent. C'est-à-dire que... Là, tu viens de dire une chose importante. Quand tu programmes en B#, ton programme va rouler dans une machine virtuelle. Exact. Donc, il roulera pas directement dans le processeur. La machine virtuelle va rouler sur le processeur. C'est sûr, mais elle va interpréter et elle va relancer les commandes. Exactement.
Exactement comme Java fait, exactement comme C#. C#. Okay, donc, mais évidemment, c'est une machine virtuelle qui est drôlement pas la même que celle que l'on retrouve, parce que vous êtes au courant probablement de l'espace requise pour la VM sur le net, sur le .net et sur Java. Si on regarde présentement Silverlight qui va installer dans ton browser une mini VM, on parle d'un download de 4 mégabits. Mais on dit 4 mégabits. 4.5 mégabytes. Mégabytes, c'est tout petit maintenant parce qu'on a de la bande passante. Dans ton cas, toi, ta VM, elle doit se compter en kilobytes. Exact. Ça rentre en dedans de 24K. 24K. Wow. Mais une des particularités, j'imagine que ta VM, c'est qu'elle doit... ton système, quand tu parles de développement temps réel, est-ce que tu es capable de pouvoir certifier les délais? Temps réel dur, temps réel mou. C'est ça. Est-ce que le soft et le hard real time. Donc toi, est-ce que tu peux certifier que tu vas être hard real time Non. parce que t'es Pas pour le moment. Pas pour le moment. Pour le moment, on adresse uniquement le soft real time. Donc, on peut en échapper. Donc, c'est clair. qu'est-ce qu'on dit quand on dit hard real time? C'est que tu certifies, mettons qu'en dedans de 15 microsecondes, je vais tout capter les interrupts que je peux recevoir. Donc là, tes fameuses routines vont être capables de réagir. Puis quand tu es en soft, c'est que tu dis, écoute, moi, c'est possible qu'à un moment donné, je suis en train d'exécuter de quoi, puis ça me prenne 20, 30, 40 microsecondes. Puis à ce moment-là, ben, s'il est arrivé un interrupt, je l'ai pas vu parce que je t'ai occupé parce que le processeur, il peut pas exécuter 68 000 traitements en parallèle. Donc, essentiellement, toi, quand tu dis soft, c'est que vu que tu es dans une machine virtuelle. Il y a un délai, ça ralentit. Puis à ce moment-là, tu n'es pas capable de pouvoir certifier. Je sais pas c'est quoi dans l'industrie aujourd'hui, comment on va c'est quoi, combien de microsecondes ou millisecondes, je pense que c'est en millisecondes qu'il calcule. En fait, c'est peut-être pas nécessairement une question de vitesse. La définition du temps réel dur, c'est que on garantit effectivement qu'on est capable de le traiter. C'est pas le temps, c'est la garantie. Ça pourrait prendre 10 secondes pour le traiter, mais on le garantit. Tandis que quand tu es soft, c'est que tu peux en échapper. Okay. Mais c'est pas un problème que tu essaies de régler. Là. Non, c'est pas un problème que j'essaie de régler. Donc ça veut dire qu'on le garantit parce qu'on a des mécanismes en place pour QA, par exemple, des interrupts, pour pas les perdre, pour être sûr qu'on te le signale un jour ou l'autre, il y a un interrupt. Réagir. Ouais, mais ça l'amène évidemment un certain avantage, mais ça ne garantit pas qu'on est en réel dur, hard real time, parce que le hard real time normalement, c'est pour des systèmes dont des vies en dépendent. Ouais. Donc c'est sûr que là, il n'y a pas de place à l'erreur. C'est que même si tu réussis à récupérer toutes tes interruptions, puis tu as une tâche prioritaire qui doit rentrer, il faut que tu garantisses que cette tâche-là va rentrer au moment qu'elle doit rentrer, puis qu'elle ait tout le temps de s'exécuter. Donc ça va au-delà de les interruptions, ça va aussi au niveau de l'ordonnancement et de l'espace qu'elle va donner, et que toutes les tâches qui sont prioritaires doivent systématiquement être exécutées. Nous, des fois, les gens se demandent comment ça se fait que le petit bidule qu'on achète dans un hôpital, qui va servir à monitorer la vie de quelqu'un, c'est tout petit, puis on paye 300, 400, 500 000 $ pour ce petit bidule-là. C'est parce que le petit bidule, il est certifié qu'il va réagir dans les bons délais, tandis que pour mon micro-ondes, où est-ce qu'il pourrait peut-être à un moment donné prendre plus de temps pour venir afficher, ben je vais payer moins d'$1. Est-ce que le fabricant lui va peut-être payer moins d'$1 pour ce petit bidule-là? Puis c'est correct parce que c'est ça que ça vaut. Ça vaut pas plus $1. Exact. Puis on s'entend qu'il y a un marché beaucoup plus vaste pour les choses à $1 que pour les choses à 1,5 million. Donc ton produit à toi, il vise beaucoup plus toute la panoplie des développeurs qui doivent faire des device drivers, en tout cas des systèmes embarqués qui sont omniprésents maintenant. Il y en a partout là. Ouais. Mais il y a des limites quand même. C'est-à-dire que on peut rester dans le B# aujourd'hui. En fait, en termes d'exécution, parce que c'est sûr qu'il y a un prix à une interprétation au niveau de la VM. J'en suis très conscient de ça. Mais quand même, B# peut appeler du C. Donc, à la limite, s'il y a du code qui est critique, qui doit rouler d'une façon plus rapide, ben il y a toujours moyen de sortir du langage. C'est pas idéal, parce que là, un peu comme en Java, avec l'interface GNI, le Java Native Interface, à partir du moment où on prenait cette porte-là pour écrire un bout en C ou un bout en C++, ben là, c'est sûr qu'on n'était plus portable, parce qu'il fallait utiliser un compilateur de la plateforme. Donc, de ce côté-là, c'est sûr qu'on sort du langage, donc là, on n'est plus... mais, je veux dire, c'est une alternative si on veut aller chercher une performance
performance. Mais je ne dirai jamais, en tout cas du moins pour le moment, que puis même pour le moment, mais probablement jamais, que C# c'est pas la solution à tout, là. Je veux dire, il y a des limites quand on veut faire une interprétation. Il y a certains systèmes, on va proposer des fois dire est-ce qu'on pourrait l'utiliser? Non, ça rentrera pas. C'est trop exigeant. Quels sont les scénarios les plus usuels pour un langage comme B#? Bien, les scénarios les plus... il n'y a pas nécessairement un scénario particulier. Je pense que l'énorme avantage du fait que le code est un code en fait hypothétique pour une machine virtuelle, c'est qu'une des grandes qualités d'un code hypothétique comme ça, c'est la compacité. Le code de B# est encore plus compact que le code qu'on peut retrouver en Java. Ou le code qu'on peut retrouver. Qu'est-ce que tu veux dire par compacité? La compacité, dans le contexte de B#, si, par exemple, on veut invoquer une méthode virtuelle. Invoquer une méthode virtuelle en B#, ça représente une instruction de 2 bytes. Si je voudrais faire ça en C, je vais être obligé de générer, je sais pas combien d'instructions là, pour être capable de faire la même chose. Donc ça, c'est la complexité vient du fait que en fait, moi, je peux faire peut-être une aparté là, rapide, c'est que j'ai été toujours très déçu depuis que je suis impliqué dans l'embarqué, speaker dans la conférence depuis presque 20 ans. Je rencontre ces manufacturiers-là en Silicon Valley, à Boston, etc., pour voir les nouveautés. Quand j'ai commencé, j'étais peut-être un petit peu trop candide en pensant que éventuellement les manufacturiers nous construiraient ou nous concevraient des processeurs qui seraient un petit peu plus adaptés avec les langages modernes qu'on va développer. Mais malheureusement, je pense que ça n'arrivera jamais. J'ai été dans un monde où j'étais très près du matériel du logiciel parce que je pensais qu'à un moment donné, les gens se parleraient pour faire une bonne conception de logiciel, faire une bonne conception de matériel. Mais les manufacturiers de microcontrôleurs, c'est pas à dire, je pense qu'ils s'en contrefoutent sur les langages qui vont s'implémenter sur ces microcontrôleurs-là. Je veux dire, on fait des instructions, on a des familles CISC ou RISC, ok, donc donc Reduced Instruction Set ou des Complex Instruction Set et dans le fond, on ne mappe pas, on ne fait pas de représentation directe sur le concept, ok, qu'on veut faire. C'est-à-dire que prenons l'exemple du point net que s'il y en a qui ont jeté un coup d'œil sur la machine virtuelle du CLR, bien, il y a une instruction qui mappe directement le concept en C# de boxing et unboxing. Il y a une instruction qui s'appelle box et unbox au niveau de la machine virtuelle. C'est mappé directement sur le concept au niveau du langage. Et évidemment, cette instruction-là prend 1 byte. Okay? Donc, c'est vraiment quelque chose qui est intéressant de pouvoir mapper. Toi, ce que tu aurais aimé, c'est que les fabricants de ces processeurs-là, quand ils bâtissent, mettons, un jeu d'instructions RISC, donc 64 instructions et moins, qu'ils se disent, ça va être utilisé par des langages orientés-objets, pourquoi je ne regarderais pas les concepts orientés-objets? Donc, entre autres, je sais que je vais avoir de l'héritage, je vais avoir des classes abstraites, je vais avoir des méthodes abstraites. Donc, est-ce que je pourrais arriver pour fournir directement une instruction pour représenter ça et à ce moment-là, minimiser le traitement? Parce que si j'ai besoin de 18 instructions, c'est 18 temps de clock que j'ai besoin pour être capable de la traiter. Puis, la réalité, c'est que faut croire que les fabricants, les gens qui bâtissent ces langages-là, s'intéressent peu à l'orienté-objet, puis ils restent dans leur monde, eux autres, très procédural, très... Exactement. Puis de toute façon, c'est des mondes assez fermés, donc ils font juste regarder leurs compétiteurs. Un fait ci, moi je fais ça. Puis pour eux, la grosse innovation, c'était de passer de 128 jeux d'instruction à 64. C'était ça pendant quasiment 15 ans de temps, le RISC. Puis t'as raison que c'est pas un monde où est-ce qu'on sent des grands schismes, des grands changements. Non, c'est un monde qui est très conservateur. Juste peut-être pour vous donner une petite idée, là, quand j'ai commencé à donner des formations, je me souviens d'avoir donné une classe, là, la première classe sur l'orienté-objet, en embarqué, Fundamental of Class Design. J'ai dit, bon, je vais donner ça peut-être 1 an, 2 ans. Je la donne encore. Ben ouais, parce que les gens font pas ça, l'orienté-objet. Donc, c'est clair qu'il y a encore énormément de travail à faire pour que les gens, parce que les gens sont un peu sceptiques, hein. C'est pas sûr que ça va faire, c'est pas sûr que ça va tenir la route. Puis, je veux dire, moi, j'ai toujours gardé un petit peu
d'espérance que je verrai la lumière au bout du tunnel. Honnêtement, je vous dirais que B#, il y a environ 6 ou 7 ans, c'était pas un langage orienté objet, c'était un langage basé objet. Donc, j'adressais l'encapsulation, la modularisation, mais j'adressais pas l'héritage, j'adressais pas le lien dynamique, le dynamic binding, le polymorphisme, je l'adressais pas. Pourquoi? Parce que même si je l'ai essayé à plusieurs reprises, ça tenait pas la route, c'était pas suffisamment performant. Donc, ça sert à rien de développer une machine virtuelle ou un langage qui, dans le fond, est pas capable de rendre. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui ça tient la route? C'est parce qu'il y a eu une augmentation de la vitesse des processeurs, d'une part. Puis les microcontrôleurs 8 bits, plus particulièrement, qui étaient ma cible, ont augmenté un peu le nombre de RAM donc, qui était disponible. Parce qu'honnêtement, il y a 7 ou 8 ans, là, ce que tu peux avoir en RAM, c'était 24 bytes, 32 bytes. Qu'est-ce que tu veux faire avec 32 bytes? OK, il n'y a pas grand-chose à faire. Aujourd'hui, là, j'arrive à m'en sortir avec 2 K. Mais c'est un peu un minimum, là. Je pourrais descendre à 1 K, mais c'est sûr que à 2 K, là, je roule avec 2 threads. Je veux dire, on va au minimum. Mais je veux dire, on s'en sort. Mais ça prend un minimum de RAM. J'ai besoin de buffer. Je veux dire, le flash et le ROM, je veux dire, ça c'est coulé dans le béton. Je peux rien faire là-dessus, mais ça me prend un minimum de buffer. J'instancie des objets. Il faut que je mette la location quelque part. Donc, c'est sûr qu'il y a... Parce que pour nos auditeurs qui sont encore un peu moins familiers, toi, là, ta machine virtuelle, elle agit, elle doit interpréter le code, mais elle doit aussi fournir quelques services qui souvent on prend pour acquis que le système d'exploitation va nous donner ça. Que ce soit juste d'être capable de pouvoir gérer les entrées-sorties, tandis que nous autres, au niveau d'un système d'exploitation, on sait qu'on peut stocker dans un fichier. Le OS nous fournit ces services-là. Il n'y a pas d'OS dans un système embarqué. L'OS, c'est ton application. Exactement. Toi, tu fais une petite machine virtuelle pour héberger cette application-là. Donc, j'imagine que ta machine virtuelle, en plus de fournir une capacité au niveau des jeux d'instruction pour mapper avec l'orienté objet, elle doit fournir aussi quelques services pour simplifier la vie du programmeur. Exact. Et un des services qui a été pour moi, en fait, le cœur de la machine virtuelle comme telle, c'est la gestion de mémoire. Ça me prenait un memory manager qui était capable de... Donc, est-ce que tu es en train de me dire que tu dois avoir un concept de pointeur, est-ce que c'est par un delegate, mais que tu n'as pas besoin de relâcher ta mémoire quand tu roules en B#? Ben, c'est sûr qu'il n'y a pas de notion de garbage collector. On s'entend bien là-dessus. Donc, Donc, tu es obligé d'avoir, comme on a en C++, de détruire ton allocation de mémoire explicitement. Exact. Mais il y a quand même quelque chose qui est un peu mitoyen entre être commencé où on est laissé à nous-mêmes, ou en C++ où on doit allouer et désallouer. Et c'est sûr qu'on doit allouer et désallouer, mais il y a la gestion de mémoire à ce que j'appelle, moi, un défragmenteur. Pas un garbage collector ou un ramasse-miettes, mais un défragmenteur. Et le défragmenteur, c'est en fait un gestionnaire de mémoire qui permet de récupérer l'espace, d'éviter la fragmentation de la mémoire, parce que c'est assez donc, important. Ça veut dire que toi, tu donnes des handles, donc tu donnes jamais l'adresse physique à ton cas, tu lui donnes un handle. Non, je donne l'adresse physique, mais je suis en mesure de pouvoir récupérer des blocs, ok, parce que je peux pas faire du déplacement d'objets là. Il y a pas de déplacement d'objets. Donc tu donnes l'adresse physique, mais tu sais qu'est-ce qui est locké puis qu'est-ce qui est pas locké, puis là quand tu réadresses, tu vas essayer de recompacter toujours ta mémoire. Exact. Donc, tu vas essayer de faire ça de façon intelligente. Exact. Contrairement à nos bons vieux OS qu'on avait quand moi j'ai fait surtout la programmation C sur des desktops. C'était pas si intelligent que ça. Il donnait juste le bloc suivant. Puis le bloc suivant, à un moment donné, se retrouvait à avoir toute la mémoire complètement fragmentée. Exactement. Puis, le fait aussi que B# ne fera pas de pointeur. Donc, c'est une approche, évidemment, de référence. Donc, une référence d'un pointeur, mais un pointeur non manipulable. Ce qui fait que, dans le fond, c'est beaucoup plus sécuritaire. C'est-à-dire que il n'y a pas de corruption de mémoire vraiment. Parce que tu passes toujours par des références. Donc, tu peux pas commencer à incrémenter comme on faisait en C++, des plus sur un pointeur, ça marche pas. Ça marche pas. Donc, tu fais un plus, mais c'est sur des types de valeurs. Qui s'incrémentent, mais pas sur des adresses. Exact. Sur ton adresse. Exactement.
Donc, tu travailles avec quelque chose qui ressemble à un delegate à ce moment-là pour donner une référence. J'essaie de voir un peu comme qu'est-ce que l'air un programme B#. J'imagine que tu as une capacité de créer une classe. Exact. Des interfaces, des classes abstraites, des namespaces. Okay. Donc, la complexité du langage est plus simple que, je vous dirais, que la première version de Java. OK, donc tu as des classes abstraites, des interfaces, un namespace. Et j'ai pas de delegate, j'ai plutôt une version simplifiée que moi j'appelle le handler, qui me sert à la fois pour écrire mes routines de service d'interruption et qui me permet de faire des callbacks d'une façon sécuritaire. Donc ça me sert sur deux aspects importants en embarqué. Donc le handler, c'est vraiment un concept fort, c'est dans le langage directement. Donc c'est quelque chose c'est un type que tu peux passer comme paramètre, par exemple. Exactement. Et en fait, c'est un pointeur sur une fonction, grosso modo, qui me permet de faire un callback. Mais d'une façon propre, évidemment beaucoup plus facile à lire et à écrire et à comprendre que ce que l'on retrouve en C, qui a toujours été un peu cryptique là, dans l'écriture. Les pointeurs sur les fonctions, c'est pas toujours évident. Ça fait un méchant paquet d'étoiles et de parenthèses là, qui sont donc, est-ce que tu permets des handlers à des handlers ou tu arrêtes ça à un niveau? Non, c'est un niveau uniquement. Mais évidemment, ils peuvent être imbriqués à l'intérieur de classes. Donc ça, il n'y a aucun problème là-dessus. Ouais, tu permets la composition. Exactement, la composition est permise. Donc, tu as des mots-clés pour définir les classes, des mots-clés pour définir tes interfaces, tu peux définir des méthodes, tu peux définir des handlers. Donc, tu as aussi probablement des sections privées. Est-ce que tu as les publics protégés, internal, sont aussi disponibles. J'ai des propriétés aussi qui sont aussi possibles, mais un des plus beaux concepts qui est démarquant de B#, c'est aussi la notion de propriété au niveau des registres. C'est-à-dire que dans l'écriture et l'accès au niveau des registres, la déclaration de registre se fait comme une propriété en C#. Okay. Donc, ça me permet de pouvoir dire que ce registre-là il est en lecture seulement. Donc, avec le get et le set, même stratégie. Donc, ça me permet de dire, bon, l'accès, ça c'est un registre en lecture seulement, ça c'est un registre en écriture seulement, ça c'est un registre en lecture et en écriture. Donc, une fois que ça c'est seté, bien là, à ce moment-là, ça fait une notation qui est super clean, parce que là, c'est là où est la démarcation. Donc, les registres, c'est un peu comme quand, si je ferais un parallèle, c'est l'équivalent, ça permet de construire une structure un peu comme une classe, mais ça s'appelle un registre. Est-ce que ça peut être embarqué dans une classe, un registre effectivement. Aussi? C'est en fait presque toujours embarqué dans une classe, parce que la classe encapsule tout, là, un peu comme dans les langages modernes. Là, je veux dire, tu n'as plus rien comme à l'extérieur on avait avant en C ou en C++, où donc, tu mets ça à l'extérieur. Tu déclares toujours à l'intérieur d'une classe. Exact. Là, tu déclares tes registres. Un peu comme je pourrais déclarer, par exemple, une énumération à l'intérieur d'une classe. Exactement. Là, toi, c'est des registres, puis c'est là, puis essentiellement, à cause de le mot register, j'imagine, en tout cas, je sais pas c'est quoi le mot. C'est IOReg. IOReg. Tu vois que j'ai pas essayé de programmer en B#, malheureusement. Je pense que dans ta tête, tu essaies de programmer, là, présentement. Ben, j'essaie de me visualiser. Puis je me dis, si moi je réussis à visualiser, peut-être que nos auditeurs vont avoir une chance de visualiser. Puis c'est peut-être une bonne chose que j'ai pas programmé en B#, parce que je peux poser des questions qui peuvent sembler stupides, mais le cheminement intellectuel que j'essaie de faire va peut-être aider nos auditeurs aussi à faire la même démarche. Petite question stupide. Comment on programme un langage comme ça, comme B#? C'est quoi la base pour programmer ça? La programmation d'un langage peut se faire de différentes façons. Moi, en fait, j'ai toujours été intéressé par le développement des compilateurs depuis très longtemps, depuis mon bac, en fait. Et c'est sûr que d'écrire des compilateurs dans des langages, puis ensuite de pouvoir bootstrapper le compilateur, comme on dit, pour l'écrire dans le langage qu'on est en train de l'écrire. Des fois, ça peut paraître un petit peu curieux, mais c'est des choses que j'ai fait il y a très longtemps en Pascal, par exemple, d'écrire un compilateur Pascal qui pouvait se recompiler lui-même pour générer le code, puis ensuite de se bootstrapper. Aujourd'hui, on n'a plus besoin de se bootstrapper parce que on travaille sur des machines hautes, là, des hosts qu'on appelle, parce que on parle d'embarquer, mais c'est sûr que le compilateur, il roule pas sur l'embarqué, là. Il roule sur la station haute. On travaille sur un portable, on travaille sur une station. L'implémentation du compilateur est présentement sur le .NET. Initialement, le compilateur avait été développé en C++. Je l'ai très rapidement migré il y a longtemps en Java.
et je me suis fait une version .NET très rapide grâce à G#. En fait, ça a été pour moi très rapide. J'ai pensé pendant un certain temps de faire une traduction en C#, mais pour moi, ça a été plus rapide de le faire, un move comme ça, tel quel. Étant donné que pour moi, le compilateur, en fait, j'ai pas d'interface graphique, hein, donc c'est un framework comme tel. Donc, comme vous savez, G# s'est arrêté à la version Java 1.1. Donc, pour moi, c'est beaucoup plus facile de porter le tout. Là. En fait, je vous avoue honnêtement, j'ai perdu peut-être 5 minutes parce que j'avais utilisé des features de 1.3. Donc, les 5 minutes que j'ai perdues, c'est pour backtracker à 1.1. mais comme tel, ça s'est fait là comme ça, puis ça s'est porté très rapidement. Maintenant, bon, on sait que depuis Visual 2008, il fallait s'y attendre que Microsoft tasse G#. Et là, ben, c'est sûr que depuis un certain temps, là, il y a eu un move pour faire une version C#. Mais comme tel, le compilateur est écrit en orienté objet. C'est un compilateur qui est écrit complètement en orienté objet. Et ça, pour moi, j'y tenais mordicus parce que j'ai écrit des compilateurs dans le passé de façon procédurale en C. Et c'est devenu une problématique au niveau de la maintenance. Évidemment, il y a aussi le fait que on va rarement vers l'arrière. C'est-à-dire, moi, je maintiens beaucoup de code encore en C, puis en Java, etc. Mais on sait très bien que quand on passe de C à C++, il faut être un peu masochiste pour dire on va se repartir un projet en C. C'est un peu comme quelqu'un qui se dit, ben écoute, si on partirait le programme en assembleur, on va se partir une application en assembleur. Donc, t'as des caractéristiques intéressantes, plus modernes. Donc, c'est sûr qu'entre Java et C#, là, je veux dire, on commence à être bien nantis au niveau des langages de programmation orientée objet. C++, encore une fois, j'aime beaucoup le langage, sauf que pour moi, c'est un ralentissement parce que il y a des choses qui sont des irritants, même si dans le fond, il y a une flexibilité que des fois je perds quand je m'en vais dans un langage comme C# ou Java, mais on sait très bien que des fichiers en tête, là, c'est pas Jojo à faire. On n'a plus à faire ça en Java puis en C#. Donc, tout le monde se pose la question pourquoi qu'ils continuent pas à garder ça, pourquoi qu'ils font pas une évolution de leur C++, mais il y a une question de culture, puis à un moment donné, il y a beaucoup d'existants. Mais ils pourraient dire on va supporter les deux, mais moi je me souviens, l'été passé, on était à une conférence dans Paris où Barnes Strostrup, c'est comme ça qu'on prononce, était un des invités, puis dans les questions des gens dans la salle, c'est pourquoi encore on sentait, c'est un peu comme, ben, si tu fais du C++, t'es un vrai, là, tu devrais même pas poser cette question-là, c'est pas un problème, c'est comme, on aime ça souffrir. Ouais, ben, en fait, c'est sûr que, il y aura toujours des inconditionnels de ce côté-là. Je veux dire, je pense que il faut avoir une certaine objectivité. En fait, moi, j'essaie de rester objectif face à la capacité de certains langages par rapport à d'autres. C++ est encore un langage extraordinaire, sauf que effectivement, quand on veut prototyper rapidement, quelquefois, bon, ça nous ralentit un petit peu plus. Donc, mais on y perd au change sur certains autres aspects. Donc, je pense que c'est plutôt un choix stratégique par rapport à le type d'application qu'on veut faire. On veut avoir le bon outil pour ce qu'on veut développer. Donc, si on veut travailler, par exemple, avec des interfaces graphiques en C++, c'est pas Jojo parce qu'il y a pas de standard vraiment. Je veux dire, il faut aller chercher, bon, une librairie. Il y en a des belles librairies comme Qt, par exemple, mais on n'est pas aussi bien nanti qu'en Java ou on n'est pas aussi bien nanti qu'en C# à ce niveau-là. Donc, si je reviens à la programmation de B#, si j'ai bien compris, tu utilises Visual Studio. Oui. Donc, tu utilises ce qui est intéressant, ce que je trouve intéressant, c'est que tu utilises des outils modernes, un langage moderne finalement, pour programmer finalement ton compilateur. Donc, tu dois bénéficier de tout ce qui est tests unitaires. Exactement. Puis, en fait, ça remonte dans le temps, quand j'étais en industrie, pour moi, le test, là, était... Bon, j'ai travaillé pour des entreprises dont le test était plus important que l'application. Donc, c'est sûr que
suis pas tombé en bas de ma chaise quand on a vu l'Extreme Programming parler de TDD, là. Je veux dire, j'avais déjà un minding dans cette direction-là, donc j'ai pas eu besoin d'une grosse on posait une sorte d'un bras pour que j'en fasse, j'en faisais déjà. Donc pour moi, c'était essentiel. D'ailleurs, le compilateur, pour moi, c'est ma planche de salut, quand on dit que le TDD, les gens deviennent accros, je suis un drogué dur de cette approche-là. Pourquoi? Parce que je ne me vois pas, je ne me verrai jamais progresser dans un changement ou une modification du compilateur sans que les tests passent complètement. Parce que quand on y pense 2 secondes, là, j'ai presque 300 000 lignes de code, ça veut dire que à chaque fois que je touche au code, moi, là, tous les programmes que j'ai développés en B# repassent à travers le compilateur, génèrent le code, se font réexécuter par la VM, on vérifie la sortie, mais tout ça se fait de façon automatisée et on me donne un constat comme de quoi, OK, tout a passé. Je me vois pas travailler pendant des jours sans passer ces tests-là. Parce que là, puis je veux dire des jours, même des heures, parce que en fait, je veux pas me ramasser à un moment donné, oups, il y a des programmes qui marchent plus. Là, c'est où j'ai touché pour que, dans le fond, et ça, c'est vraiment la planche de salut. C'est l'assurance que, dans le fond, ça marchait comme ça, ça marche encore comme ça, et ça bonifie et ça permet, quand on découvre des problèmes, il y a une confiance extraordinaire donc le TDD, certainement, vous êtes au courant de cette approche-là. Chez Technologia, moi, j'offre des cours de tests unitaires justement parce que j'en suis tellement convaincu que c'est une des techniques les plus faciles d'intégration. Alors, quand je dis les plus faciles, c'est pas tout à fait vrai là, parce que ça prend quand même un évangéliste pour être capable de pousser l'idée. Mais il en reste pas moins que c'est la façon pour un développeur d'augmenter sa confiance sur ce qu'il est en train de faire. Pour être capable d'avancer. Sinon, bien, finalement, là, ça devient excessivement décourageant. Puis pour moi, ça m'a permis de faire un changement de contexte très rapide. Une confiance que, dans le fond, je parlais de mon sous-système de gestion de mémoire. Ça, ce sous-système-là, il a été récupéré il roule depuis à peu près 18 ans. Okay. Donc, c'est un sous-système dont j'ai une confiance presque parfaite. Okay. Donc, quand on découvre un bug dans la VM, par exemple, c'est clair que ce sous-système-là, il est tout de suite presque tassé. Non, c'est pas là-dedans. Parce qu'il y a des sous-systèmes qui sont tellement stables que, dans le fond, mais ils sont stables parce qu'ils ont passé, à chaque fois, il est passé dans la moulinette. Les tests unitaires pour le sous-système de mémoire sont toujours passés, même encore aujourd'hui, tout le temps, systématiquement. Même si tu sais que ça fait 18 ans. Même si je sais que ça fait 18 ans, il faut que ça continue à passer. Okay. Et il y a à peu près 5 mois, à un moment donné, il y a eu un glitch dans le sous-système. Okay. Et là, bien évidemment, encore une fois, non, c'est pas là. C'est pas dans la gestion de mémoire. Okay, c'est pas là. Mais là, à un moment donné, on creuse, et là, à un moment donné, il y a un doute. Hein. C'est peut-être un problème dans la gestion de mémoire. Non, ça se peut pas. Okay. Donc, on leur tasse encore. On creuse, mais là, on dit, ça a l'air d'être un problème dans la gestion de mémoire. On rajoute une couche de test, puis là, paf, ça pète. Et là, c'est un test que j'avais pas fait. Okay. Donc, je rebonifie mes tests et ça m'a permis, encore une fois, d'augmenter la qualité du test qui va encore une fois passer. Là, je sais pas, il y en a, probablement, on est humain, hein, il y a encore des bugs qui traînent, c'est sûr. Mais c'est certain que c'est la planche de salut. Là. C'est vraiment la planche de salut qui t'assure. Quand les développeurs embarqués, eux, programment avec B#, est-ce qu'ils vu que c'est un langage orienté objet, puis à quelque part, ils pourraient se faire un petit test là. Ils pourraient aussi prendre une approche pilotée par les tests pour programmer. Bien sûr. Et moi, ce que je préconise, en fait, c'est d'être capable de tester le maximum de choses sur la station haute. Je veux dire, il n'y a rien d'intéressant de déboguer sur le target. D'abord, c'est un ralentissement incroyable parce qu'il faut télécharger, en fait, tout le programme constamment. Et ça use, en fait, ça a l'air drôle à dire, mais la mémoire flash, qui est la mémoire ROM, c'est une mémoire qui est quand même limitée. Il y a un certain nombre de fois. Il y a un certain nombre de fois qu'on peut programmer ça. Donc, tout dépendant de la qualité. Tout dépendant de la qualité. Donc, c'est sûr que ça me fait penser, ça me rappelle quelque chose que, bon, en fait, vous, peut-être que t'as connu, mais t'as pas encore de cheveux gris, donc c'est pour ça que je dis ça. C'est que en fait, moi j'ai travaillé avec des cartes perforées.
Et puis, à l'université, quand on avait des devoirs, bien, on avait 2 cartes perforées. Hein. La première carte, c'est pour régler les erreurs. Puis la dernière carte, c'est pour la logique. Mais t'essayais autant que possible que la première passe, ça passe. Donc, tu lisais ton listing. Okay? Aujourd'hui, les gens, bon, en fait, ça touche un peu aux sources, ça compile, ça touche un peu aux sources. On perd un petit peu le temps d'arrêt, de réflexion. Mais ça veut dire qu'en plus de fournir, donc t'as ton runtime, ta machine virtuelle, tu l'as probablement tu fournis des versions pour certains microcontrôleurs de l'industrie, mais tu as aussi une version pour rouler finalement elle roule par-dessus .net, donc n'importe quelle plateforme qui est capable de rouler .net, toi tu es capable de pouvoir rouler l'application et donner Exactement. J'ai une version .net qui roule. La version .net est limitée, par exemple, du fait qu'elle sert uniquement à tester l'aspect orienté objet du programme, parce qu'il n'y a évidemment pas d'accès au niveau des devices, etc. À cause évidemment du carré de sable du Win32. Par contre, j'ai une version DOS, 16, qui permet de pouvoir descendre au niveau de la machine. Et évidemment, il y a encore des périphériques qui sont à notre disposition que l'on peut à ce moment-là utiliser, puis en fait faire des tests pour aller chercher des instructions qui vont directement au niveau du matériel. Là. Donc, quand des gens veulent expérimenter, par exemple, ce sont des beaux bancs de tests. Là. Et c'est sûr que il faut travailler sur le host à un moment donné quand on travaille. Mais idéalement, la grande partie de l'application comme telle peut se tester là sur le host. Là. Il y a une grande partie du travail qui peut être fait à ce niveau-là. Ce qui va sauver beaucoup de temps, évidemment. Parce que... Puis, je sais, par exemple, pour les téléphones, on fournit même des émulateurs qui roulent. Il y a probablement pas assez... Il y a tellement de fabricants qu'on peut pas dire il y a une sorte de microcontrôleur, puis je préfère un émulateur, il faudrait t'en construire des dizaines et des dizaines et des dizaines. Donc, il n'y a probablement pas un potentiel là de dire je vais vous fournir un émulateur qui roule directement. Non, c'est sûr que de ce côté-là, on développe des outils qui, on peut pas adresser, même au niveau des microcontrôleurs, c'est une problématique. On a ciblé des microcontrôleurs que l'on juge les plus potentiels en termes de marché ou de pointe d'étape là, parce qu'évidemment on pourra pas jamais fournir des VM pour tous les microcontrôleurs, c'est impossible. Je veux dire, il faudrait que j'aie une équipe incroyable à ce niveau-là. Une question de marché. Là. C'est une question, c'est une question de marché, définitivement. Puis je veux dire, c'est pas quelque chose nécessairement qui m'intéresse non plus. Là. À un moment donné, on veut fournir les sources, puis écoutez, vous le faites le port. Ou à moins qu'à un moment donné, un manufacturier te demande de porter B# sur leur matériel. Effectivement. Ouais, donc éventuellement, ultimement, si tu avais des manufacturiers qui disent nous, notre microcontrôleur, son Reduce Instruction Set, ça pourrait être littéralement ce que toi, tu t'attends à recevoir pour ta machine virtuelle, mais faut pas rêver en couleur, comme on dit. Non, mais en fait, il y a beaucoup d'électroniciens. Moi, en fait, j'ai fait quand même beaucoup d'électronique, mais je m'en suis un petit peu plus détaché parce que je travaille un petit peu plus du côté matériel. Je suis encore très connecté, mais je veux dire, ça m'intéresse moins de bâtir des cartes et des choses comme ça. Mais je sais que du côté FPGA, on est capable d'émuler, par exemple, un processeur complet, faire un peu ce qu'a fait Sun avec son Pico Java, où on est capable de rouler, en fait, les instructions. Lui, en émulation, il va directement. Donc, à la limite, on pourrait bâtir un FPGA qui pourrait émuler la machine virtuelle de B# complètement. Ça ne coûterait pas $1 à ce moment-là. Non, c'est certain. C'est certain que ce serait le problème, là. Ce serait le problème. Mais, je veux dire, je pense que c'est un peu prématuré parce que il faut quand même qu'il y ait une certaine maturité au niveau du jeu d'instruction. La VM, le jeu d'instruction de la machine virtuelle de B# est quand même assez stable. Je suis assez surpris de voir que des fois le langage a changé plus que les instructions de la VM. C'est drôle à dire. Mais aussi, il faut dire qu'on fait très attention pour pas non plus bouger trop, parce que c'est la base. Hein. C'est un peu la raison pour laquelle Sun était pas très intéressé de changer leur machine virtuelle. Hein. Des fois,
pour eux, Sun, la machine virtuelle est plus importante que le langage parce que tout roule sur cette machine virtuelle-là. Donc, c'est sûr que tu touches au jeu d'instruction, ça a un impact sur tout le reste. Donc, c'est un peu la même chose pour B-Sharp. Il faut que tu stabilises le jeu d'instruction parce que c'est la base. Ça a un impact. On s'entend que le CLR, on était longtemps sur la version 2.0 avant qu'ils disent bon, mais là, on a besoin d'un nouveau framework parce que c'est ce que tu essaies de stabiliser le plus possible. Exact. Si on récapitule un peu l'essence de pourquoi B-Sharp, comme tu as dit, ça te permet de faire ce que tu préfères en C, mais avec des structures et un langage totalement orienté objet, avec des facilités très simples pour être capable de gérer l'adressage des registres, ces choses-là. La portabilité aussi. Puis, comme tu dis aussi, la compacité qui fait que le code produit est beaucoup mieux que... Donc ça, c'est les avantages de travailler en B-Sharp. Puis un dernier point aussi, peut-être mentionner que le code généré par B-Sharp est du code PIC, c'est-à-dire du Position Independent Code. Ah oui, ça c'est important. Donc, on peut flasher une composante à n'importe quel endroit au niveau du ROM flash. Et ça, c'est particulièrement intéressant parce que donc, autrement dit, le compilateur n'a pas besoin d'un linker. Okay? Moi, je génère le module, le composant, puis je peux le flasher. On peut flasher le composant et de le configurer pour être capable de le connecter. Ce qui fait que, à la limite, j'ai un composant qui a un bug, je pourrais le remplacer ou le laisser là puis de flasher à côté. Parce que souvent le flash c'est pas un problème. Hein. Sur les microcontrôleurs là, il y a 64K, 256K de flash là. C'est amplement pour une application, en tout cas pour le genre d'application qu'on veut développer là. C'est pas le flash qui est le problème, c'est le RAM qui est souvent plus la problématique. Donc, une caractéristique intéressante. Puis, écoute, en terminant, est-ce qu'il y a un livre, quelque chose que toi, tu aimerais partager avec les auditeurs? J'imagine qu'on doit être lié avec le monde embarqué, c'est ta passion. Est-ce qu'il y a quelque chose de cette nature-là que tu voudrais partager? Ou? Bien, c'est sûr que on a un livre qui est décrit sur B-Sharp depuis déjà, je vous dirais, 3 ans. Il est écrit à 85-90%, il reste peut-être un 10% à écrire. La maison d'édition nous pousse toujours. Ça fait 3 ans que vous travaillez sur un livre, c'est beaucoup d'ouvrage. Hein? Oui, mais en fait, c'est que ça fait tellement j'en ai écrit des livres, puis en fait, comme vous le savez, les royautés provenant des livres sont d'un ridicule tellement incroyable que je suis pas intéressé, puis Brian non plus, de se faire bousculer pour dire vite, faut sortir le livre. On les a tout simplement dit, le livre va sortir quand le langage et tout le système va être terminé, finalisé. Okay? On veut pas être prématuré de ce côté-là, on veut pas manquer notre coup. Donc, eux, c'est sûr que c'est time to market au niveau du livre, mais pour nous, on s'est dit, ça va sortir quand ça va être prêt, point à la ligne. Donc, c'est sûr que c'est un livre qui va justement donner 2 implémentations sur 2 différentes plateformes et qui va donner des exemples et tout ça. On peut aller aussi sur le site bsharplanguage.org qui, dans le fond, donne de l'information. B-Sharp, c'est vraiment B-S-H-A-R-P, language, tout en un mot. Ouais, exactement. On va mettre le lien sur le site. Qui donne l'information, puis en fait aussi, on peut toujours aller sur deepobjectknowledge.com pour aller voir là, dans les ressources où est le livre. Si ça se donne qu'on a quelqu'un qui est plus jeune, qui commence sa carrière, puis disait, moi, le monde embarqué, j'avais pas pensé à ça, ça pourrait m'intéresser. Est-ce que, comme une référence, quelque chose que, si tu veux vraiment comprendre ce monde-là, voici la Bible, ou en tout cas, ça peut être, je sais qu'il y a une époque, c'était les revues. Commence à lire cette revue-là, puis tu vas vraiment... je sais que le Embedded System Conference, c'est un chandail justement avec ça, c'est la Bible des conférences sur les systèmes embarqués. Il y en a 2 ou 3 endroits par année, mais c'est peut-être pas la meilleure place de commencer pour un débutant. Donc non, mais je pense que de cibler un livre, c'est assez difficile. La raison pour laquelle je dis ça, c'est que souvent c'est rattaché à un microprocesseur ou un microcontrôleur en particulier. Puis, à moins d'être intéressé par un processeur en particulier ou une approche particulière, en fait, c'est sûr qu'on peut opter pour ce livre-là, mais je pense que le meilleur regroupement d'informations, ce serait probablement de se procurer chez Embedded System, si on fait une recherche sur embedded.com, il offre un CD, je pense, qui est
vraiment un regroupement de toutes les revues qui ont fait depuis le début. Ah oui, donc, Et ça, je pense que c'est vraiment probablement la meilleure ressource, là. Il y a Dr. Dobbs aussi qui avait toujours un volet embarqué. Ces CD-là coûtent rien là, pour l'information qu'on peut avoir. Ça coûte peut-être 35-40 $ US. Là, Puis t'as des centaines et des centaines de revues dont tu peux faire une recherche facile. À mon avis, c'est pour quelqu'un qui veut débuter, là, c'est quelque chose qui est beaucoup plus large que de se choisir un livre qui va lui coûter probablement 80-100 $ et ça, c'est quand même une fine lamelle sur le potentiel qu'il pourrait trouver là dans puis bon en fait via le site embedded.com il y a quand même pas mal de références aussi qu'on peut aller chercher, mais ça c'est quand même bien. Ouais, j'imagine qu'il y a peut-être aussi des kits que les gens peuvent acheter, des kits de débutants. Oui, effectivement. En fait, nous, on a un partenariat avec Renesas. Renesas qui est un joint venture entre Mitsubishi et Hitachi. Et ils font d'excellents petits, ce qu'on appelle des Startup Kit Development, là, des SDK. Puis tu peux faire du B-Sharp là-dessus. Et effectivement, on a quelques plateformes qui sont supportées sur le M16 par exemple. On a ceux que vous connaissez peut-être le ARM7 qui est qui est un processeur un petit peu plus dispendieux. Là, on a des plateformes à ce niveau-là, mais ces petits boards-là, en fait, les petits kits là coûtent à peu près, je dirais, 75-80 $ US. Puis t'as tout là. Tu te connectes sur ton USB, tu peux télécharger à ce niveau-là. Je sais qu'à l'époque, il y avait une chaîne de magasins qui s'appelait ETH, les ETH Kits, là, les fameux. Ça fait très longtemps. Mais oui, c'est vrai. Il y avait des choses comme ça qui étaient quand même très intéressants. Les manufacturiers microcontrôleurs sont assez. Il y en a qui sont très bons pour développer de ce genre de kits-là. Puis les Renesas sont particulièrement bons pour les offrir là à des coûts intéressants. Il y a d'autres manufacturiers comme Texas Instruments par exemple qui en font aussi. C'est à des coûts qui sont raisonnables pour quelqu'un qui veut expérimenter. Souvent une petite zone là près du board où on peut leur rajouter un petit peu d'électronique puis se connecter avec. Puis évidemment pour ceux qui veulent aller un petit peu plus haut dans la chaîne alimentaire là de l'embarqué, il y a toujours les fameux Lego Mindstorms. Oui. Qui est un peu un système embarqué où on fait de la programmation d'un microprocesseur. Là. Donc, exact. Donc ça peut être intéressant. Une coupe de $100, je pense 250 ou 300 $. Là. On a un système complet de robotique là, finalement. Exact. C'est un petit peu plus complexe qu'un système embarqué, mais ça peut être intéressant aussi. Oui, effectivement. Écoute, on te remercie encore. De rien. Nous, on fait la pause et on revient avec les actualités. On vient de terminer l'entrevue et je parlais du fait qu'on traiterait des actualités, mais Mix s'en vient dans peu de temps. Donc, est-ce qu'il y a des actualités? Mais écoute, on met en onde l'émission quelques jours avant la conférence Mix et on doit dire qu'il y a plein d'annonces qui vont être faites lors de cette conférence-là. Donc, on va pouvoir en parler lors de la prochaine émission. Mais tout ce que je peux dire, c'est que si vous êtes intéressé par le développement Silverlight ou la programmation ASP.NET, regardez ce qui va être annoncé à Mix. On peut pas en dire plus. Puis, écoute, je sais que moi, j'ai essayé de regarder si se passait autre chose en lien quand même avec la plateforme .NET. Puis c'est vraiment, on voit les courbes. Hein? Là, on est dans un creux parce que tout le monde sont en train de se préparer pour la conférence, donc pour annoncer. Là, il va y avoir un paquet d'annonces. Ensuite, on va avoir un autre creux et ça se promène comme ça. C'est cyclique Absolument. À l'année longue. Oui. Mais ce qui est pas cyclique, c'est qu'on a toujours des rencontres à la communauté .NET de Montréal. Ben ouais, on a 4 rencontres par mois. Donc, le 23 mars, la prochaine rencontre, on a 2 sujets, Mario. Le premier sujet, ça va être comment débuter avec Oracle, la base de données Oracle, sur .NET. Donc j'imagine les providers Oracle. Là, oui, donc c'est un petit peu les trucs, quoi installer, quoi télécharger, comment ça fonctionne, tout ça. Donc c'est un peu une introduction au développement Oracle sous .NET. Okay. Donc ça, c'est le premier sujet. Le deuxième sujet, ça va être le développement d'applications mobiles, puis comment lire des codes à bord. Donc c'est une application, c'est un cas vécu finalement.
où on va nous expliquer comment les développeurs s'y sont pris pour développer ce type d'application mobile-là. Puis qui sont les présentateurs? Jean-Sébastien Touga qui va nous parler d'Oracle et François Rioux va nous parler de développement mobile. Donc ça, c'est à la fin du mois de mars. Est-ce qu'il y a autre chose dans le mois de mars? Oui. On a notre meeting sur l'heure du midi, les At Lunch. Donc, c'est le 25 mars. Et on va voir Louis Tassé, qui est consultant chez LTSoft, qui va nous parler des principes de base de Scrum. OK. Puis en avril... Premier meeting en avril, on a notre bon ami Laurent Duvaux qui va nous parler de développement Silverlight avancé. Puis j'imagine là, qu'il va revenir de mix avec plein d'informations qu'il va pouvoir partager avec nous. Ben, c'est bien. Écoute, Michel, nous, on te remercie encore. Donc, en terminant, est-ce que tu as quelque chose que tu voulais ajouter? Bien, je mentionnais tout à l'heure qu'on avait un partenariat avec Renesas. En fait, moi, j'ai l'opportunité, en fait, de rencontrer beaucoup de manufacturiers quand je m'en vais dans le Silicon Valley. En fait, j'y retourne là, en avril, la conférence Embedded System. Et c'est sûr qu'il y a des manufacturiers qui sont quelquefois très généreux. Généreux dans le sens où ils font des starter kits sur des plateformes de microcontrôleurs, puis ils font une prochaine version, puis là, bien évidemment, ils sont pris avec une quantité faramineuse de starter kit. Puis là, ben, t'es veux-tu à un prix ridicule et finalement, ben, tu te ramasses avec si tu veux bien les avoir. Puis dans le contexte de B Sharp, ben, il y avait une plateforme dont on travaille dessus et on était intéressés. Donc ça, si jamais il y en a qui seraient intéressés d'obtenir une plateforme pas trop chère pour commencer à expérimenter en B Sharp, bien je pourrais possiblement les organiser quelque chose de très avantageux à ce moment-là. Donc de communiquer avec moi, là, je pense que mon adresse courriel est sur le. On va la mettre sur le site. Sur le site à ce moment-là. Puis on va la rajouter avec ta biographie, comme ça tu vas recevoir un paquet de courriels. Non, mais non, mais je veux dire, on est toujours intéressé par des gens qui veulent s'impliquer au niveau. Évidemment, on a encore des bêta-testeurs, des gens qui testent le toolset. S'il y a des gens qui veulent s'impliquer, là, je veux dire, ou collaborer, là, je veux dire, on est très ouvert à ce niveau-là. Donc, ça nous fera plaisir d'avoir une collaboration s'il y a des gens qui s'intéressent. On te remercie encore. Merci. Moi, j'ai appris tellement de choses aujourd'hui. Donc, tu vas C'était tout nouveau pour moi, là, tout ce monde-là de système embarqué. Est-ce que tu fais le saut et tu deviens un développeur embarqué? Je vais continuer à faire le saut et sauter. Merci encore. Visual Studio Talk Show.